excuse-moi. Là, je viens de me relire et je m'aperçois que j'ai parlé de mon frère comme s'il était vivant. Le passé est raconté au présent et le présent au passé. On ne va pas s'y retrouver. Ça t'embête si on recommence. Non, parce que je dois l'annoncer clairement, dès le début, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Mika est mort l'hiver dernier, il avait 28 ans. Mika, mon frère, celui qui m'appelait petite sœur en plissant les yeux alors que j'étais sa grande sœur, mais qu'importe aujourd'hui. Il est mort en tombant comme un tableau qui se décroche. La ficelle a lâché. Reste la marque blanche sur le mur, celle qui n'a pas pris la lumière. Je n'entrerai pas dans les détails. On ne m'a raconté qu'il n'avait pas souffert, on l'a affirmé. Je ne suis pas allée à la crémation. Voilà, c'est dit. Pas le courage. Nous sommes brouillés, mon frère et moi, ou plutôt nous étions brouillés depuis plus de 7 ans pour des raisons qui me serrent la gorge. De lui, de nous, de notre enfance, je ne veux retenir que les bons souvenirs, comme si je ne savais rien de ce qui arriverait plus tard. Est-ce trop demander à ma mémoire ? Et voilà que je pleure. Ça commence mal. Ou plus exactement, ça recommence très mal. Mika avait laissé ses dernières volontés dans le tiroir de sa table de nuit, ses dernières volontés à 28 ans. Mon frère me léguait la boîte à secrets, celle de notre enfance, et l'urne contenant ses cendres. C'était moi et personne d'autre qui devait les garder. Il insistait sur ce point, la phrase était soulignée. J'ai été prise de nausée à la lecture du testament. C'était comme si Mika, en soulignant la phrase, avait renversé le contenu de l'urne dans ma bouche. Ma grand-mère, Georgia, insiste pour que j'écrive notre histoire. Avec ses longues tresses qui tombent de chaque côté de son visage, Georgia a l'air d'un vieux Sioux. Quand nous étions petits, mon frère et moi, elle les portait enroulés autour de la tête façon poupée russe. Je la revois assise dans le train. Mika est sur les genoux de maman. C'est une des premières images que je garde de lui. Nous portons tous les deux une salopette rouge, en velours côtelé. Mon frère a faim. Maman tente de lui donner le biberon, mais il le repousse. Mika veut l'original, pas la copie. Il agite la tête de droite à gauche contre la poitrine maternelle. Son nez froisse le tissu du chemisier, les chairs tanguent. Sa petite main plonge dans le décolleté et saisit la bretelle du soutien-gorge qu'il écarte de toutes ses forces. Un bouton saute. Ma mère essaie de le reboutonner, mais elle s'y prend mal. Mon frère en profite pour attraper le sein et le dégager de son bonnet de dentelle. Sa tête plonge en avant, ses lèvres se collent au téton et le voilà qui tire dessus comme un chevreau affamé. Ses paumes se reversent de chaque côté, elle presse, malaxe, les chairs se creusent. Ma mère demande à Mika de faire attention avec ses dents. Mais fais attention avec tes dents, parce qu'il a des dents déjà. Mais le lait ne coule pas assez vite, ou il n'est pas à son goût, je ne sais pas, je ne sais plus, je n'ai jamais très bien su.
Même si cette histoire a été répétée 100 fois pendant les réunions de famille, les veillées de Noël, les anniversaires. S'il est un épisode que tout le monde connaît comme s'il l'avait vécu, c'est celui où le petit Mika décolle ses lèvres façon ventouse et se tournant lentement vers les autres voyageurs avec un sens inné de la mise en scène, se met à pousser des cris aigus qui résonnent dans tout le wagon. De longs cris tenus, cassants comme du verre. Ce dont je me souviens et qu'on ne raconte jamais, c'est qu'à ce moment-là, personne ne s'intéresse à moi. La voix de mon frère m'a rendue transparente. Elle m'a gommée. J'en profite pour attraper le biberon abandonné sur la tablette. Le lait est tiède. Je me rappelle sa texture granuleuse. La poudre n'est pas bien mélangée. Quand Mika me voit boire, car pour lui je ne suis pas transparente, jamais transparente, il s'arrête immédiatement de crier. Alors je lui tends le biberon, il le prend et le vide en me regardant droit dans les yeux. J'entends le liquide passer dans sa gorge avec un petit claquement entre chaque gorgée et un coup de glotte qui rythme la descente. À en croire le récit familial, je n'ai manifesté aucune jalousie à la naissance de Mika. Au contraire, si j'avais pu disparaître dans le ventre de mon frère, je l'aurais fait. Je voulais tout lui offrir, mes peluches, ma couverture bleue, ma boîte à musique. Je l'ai bercé pour qu'il s'endorme. J'ai caressé sa tête quand il pleurait, ramassé le hochet qu'il jetait de sa chaise, 1 fois, 2 fois, 10 fois, sans lassitude. Mes parents prétendaient que j'adorais les bébés, mais très honnêtement, non, je n'aimais pas les bébés. Le seul qui me fascinait, c'était mon frère, c'était Mika. Je m'appelle Alice. Je ne l'ai pas encore dit, je crois. Nous avons, ou plutôt nous avions, 13 mois de différence, mon frère et moi. Souvent, dans la rue, on nous prenait pour des jumeaux. Pourtant, notre mère avait eu 2 grossesses, accouché 2 fois, et 2 fois notre père s'était évanoui au moment de couper le cordon. J'ai parlé très tard, grandi très tard, appris très tard à écrire, tandis que Mika battait tous les records de précocité. Mes parents s'inquiétaient pour moi, pour mon avenir, mes capacités d'apprentissage. Sans l'aide de mon frère, on m'aurait placée aux étoiles. Étais-je vraiment si inadaptée à l'école, si inadaptée tout court? Les étoiles, un établissement scolaire spécialisé pour enfants en difficulté. Lorsque je travaillais bien, que son aide avait porté ses fruits, le visage de Mika s'élargissait. Il était fier de lui, de moi, de nous, et m'embrassait comme du bon pain. Je me demande aujourd'hui d'où lui venait cette fierté. Peut-être me voyait-il comme une extension de lui-même. Depuis qu'il était né, j'étais là, collée à son berceau, puis à son lit bateau. Il n'avait jamais connu le monde sans moi, l'espace sans moi, une chambre sans moi. J'étais une partie de son corps, une excroissance dont il devait prendre soin comme il prenait soin de lui-même. Je ne suis pas devenue brillante, mais disons que je me débrouille. Pour gagner ma vie, je faisais, et je fais toujours, un boulot à la con. C'était la façon dont Mika qualifiait mon job. À la con.
Je complète des dossiers en ligne, je les classe. Ça me laisse l'esprit libre pour lire et puis surtout pour écrire. Mon frère répétait « Tu manques d'ambition ». Ben, ce n'était pas une critique, non. Juste une remarque. Juste une remarque, une constatation. Après la mort de Mika, j'ai annoncé à mes parents et à Georgia, ma grand-mère. Je pars quelques semaines pour me changer les idées. J'ai trouvé un appartement à garder avec des plantes à arroser et un chat à nourrir. Un chat qui s'appelle Virgile. Un appartement avec vue sur un fleuve. J'ai dit ça, exactement, mais j'en ai honte aujourd'hui. Me changer les idées. Le seul fait d'entendre cette phrase me fait monter les larmes aux yeux, mais à l'époque, je n'avais pas de larmes. Je n'avais pas de mots non plus, ou alors des mots à l'emporte-pièce. Si je n'étais pas allée à la crémation, c'est parce que j'avais peur de m'effondrer en voyant le cercueil. Ou encore, le deuil de mon frère, je l'avais fait depuis 7 ans. Voilà ce que je me disais, depuis que nous étions brouillés. Sa mort, comment appeler ça, sa mort effective. Sa mort effective me libérait d'une sourde inquiétude. Je n'aurais plus à me demander si je devais l'appeler ou non, lui souhaiter son anniversaire ou non. La vie avait tranché pour moi. Dès que j'entre dans l'appartement, je le sais, je le sens. Je vais être bien ici. Le soleil joue avec les plantes vertes et c'est si gai soudain, si chaleureux, que j'ai envie d'appeler le propriétaire pour le remercier de m'avoir fait confiance. Il y a du parquet, des doubles vitrages et à portée de regard, le fleuve et son cortège d'adjectifs. Majestueux, large, puissant, et rien qui me rappelle quelque chose. On n'a pas toujours besoin d'une chambre à soi pour écrire. Il arrive que l'on préfère une chambre chez les autres, un endroit où aller, pas forcément très loin, un endroit où se perdre, un endroit où se rendre, comme on dit, rendre gorge ou rendre l'âme, pour solde de tout compte. Une cage, un enclos, une pièce avec des rideaux que l'on n'a pas choisis, même s'ils sont un peu moches, les rideaux, rayés dans le mauvais sens, avec des anneaux trop gros. J'aime cette idée de n'être le temps d'un livre personne pour personne. L'esprit se libère, il se détache comme ces anges aux ailes diaphanes qui s'échappent du corps dégisant. Au bout de quelques jours, à tourner en silence dans un lieu étranger entouré de meubles et d'objets qui ne sont pas les tiens, tu commences même, sans t'en apercevoir, à écrire pour les autres. C'est-à-dire non seulement en direction des autres, mais à la place des autres. Ceux qui passent en pétaradant sur le quai, faisant corps avec leurs bécanes. Ceux qui arrosent les plantes du balcon. Ceux qui se tordent les chevilles ou portent des paquets trop gros. Ce sont eux qui me dictent leur vie. Parce que tout le monde a eu dans son existence quelqu'un qui l'a aimé sans être aimé de retour. Tout le monde a été blessé par un ami sans avoir pu le dire. Tout le monde s'est réveillé avec une phrase en tête impossible à prononcer. Il faut bien que ces mots, restés en souffrance, se rejoignent quelque part et trouvent eux aussi un endroit où aller. Dès le 2e jour, je m'impose un rythme régulier. Le matin, je fais mon boulot à la con et les après-midi, ce que Georgia appelle mon projet personnel. Par quel bout attraper l'histoire ? Je n'arrive pas à me décider. Je cours toujours derrière ma première phrase. Alors je demande conseil à ma grand-mère. La difficulté des premières phrases, c'est qu'il n'y en a qu'une. Ah, bon. Débrouille-toi avec ça. En attendant de trouver la solution,
Mika mène tranquillement sa vie derrière mes paupières. J'ai l'impression qu'il me surveille. Il a 7 ans, peut-être 8, et vient vers moi avec un bouquet de fleurs. Quelques minutes plus tard, il en a 10, mais en paraît 12 avec sa mèche blonde qui lui tombe sur les yeux et ses jeans déchirés. Mais il ne les quitte jamais, ces jeans, quel que soit le temps ou l'occasion. Ils font partie de lui comme la douceur de son visage. « Toi et ta tête d'ange », lui disait Georgia en levant les sourcils. Il y avait aussi toi et ta moue. Ah oui, toi et ta moue. Mon frère avait une façon particulière de porter ses lèvres à l'extérieur de son corps, comme s'il les poussait vers l'avant pour creuser ses joues ou pour que le monde les admire. Elles étaient d'une matière différente, plus lisse que les lèvres ordinaires, moins striées. Parfois, je la maquillais, cette bouche, ce qui renforçait son aspect bombé. Mika se laissait faire. Le rímel lui allait bien aussi et le trait de colle à l'intérieur des paupières, mais je devais m'arrêter là. Mon frère refusait catégoriquement que je lui mette du blush. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où il tenait cette réticence, mais alors ça le dégoûtait, le blush, comme si je lui avais mis des tranches de jambon cru sur les pommettes. Moi qui n'avais jamais joué à la poupée, j'aimais déguiser mon frère, comme pour me l'approprier, en faire une petite sœur en somme. Et voilà qu'en lisant ces mots, je sens que mon frère me manque. Oui. Pas le Mika adulte, le Mika d'hier, celui qui ne s'était pas encore fait percer les oreilles. Je le revois si beau, merveilleux, gracieux et brutal quand ça le prenait, capable de changer d'humeur d'une minute à l'autre pour un commentaire déplacé, une explication entendue de travers, mais conservant toujours avec moi la même gentillesse mêlée d'inquiétude. Quand je partais dans les nuages, Mika me secouait gentiment. « T'es où, petite sœur? En Argentine, en Équateur ?» J'adorais la façon dont il prononçait ces mots. « T'es où, petite sœur ?» J'aimerais écrire une chanson avec ça, un refrain que chacun aurait sur les lèvres. Une image s'impose. Mon frère est allongé dans le salon avec ses pantoufles en peau de mouton. Il a les yeux au ciel à demi fermés. De ses globes oculaires, on ne voit que du blanc parcouru de vénules. Ses jambes sont figées dans une immobilité peu naturelle. Quand j'approche la main de son visage, il se redresse d'un bond comme si son buste était monté sur ressort. « Tu as cru que j'étais mort ?» me lance Mika d'un air bravache. Il saisit mon poignet et m'incite à lui donner des coups de poing dans le ventre. « Qu'est-ce que tu dis de ça ? Du béton ! Du béton ! Du béton !» Il rit, nous rions, un rire nerveux qui secoue nos épaules. Je me réveille souvent la nuit. Il faut que je m'habitue au bruit de l'immeuble. J'ai toujours l'impression que le chat me regarde dormir. Mais quand j'allume la lumière, il a disparu. Je me demande où il peut bien se cacher. Je circule entre les fauteuils en secouant le paquet de croquettes. Sans succès.
Jusqu'au jour où, explorant le dessous du canapé avec la lampe torche du téléphone, je distingue une boule sombre au fond près du mur. Je suis heureuse. C'est étrange, ce sentiment de bonheur qui m'envahit. Je ne suis plus seule, je ne serai plus jamais seule. Je tapote les pieds du meuble, émets des petits bruits de bouche, gratouille le sol pour éveiller sa curiosité. Pas de réaction. Je recommence à agiter le paquet de croquettes, plus énergiquement cette fois. Envoie des baisers sonores, sifflements, miaulements, claquements de langue contre le paquet, dévidant toutes les ficelles de la séduction qu'utilisent les êtres humains pour attirer les animaux. Râteau total. Il faut changer de méthode. Il y a une boîte de sardines dans le garde-manger. Je l'ouvre et reviens dans le salon. Je passe mon piège olfactif sous le canapé, de droite à gauche, de gauche à droite, comme si je voulais enfumer l'espace entre le parquet et le ventre du Chesterfield. Un moment de distraction. Ce qui devait arriver arrive. Le couvercle rencontre un obstacle et l'huile se renverse. Je la sens glisser entre mes doigts. L'odeur se propage maintenant. Je dirige la lumière vers la masse sombre. Virgile est un chat stoïque. Il continue à m'ignorer ostensiblement, malgré les sardines et l'odeur de sardines. Il boude. Il ne m'aime pas. Alors, je vais chercher un balai. Et me voilà de nouveau couché à plat ventre sur le tapis du salon. Lentement, la tête du balai se rapproche de la boule de poil. Virgile s'enroule sur lui-même, mais ne se retourne toujours pas. Au contact du bois, il n'oppose qu'une faible résistance. Il aurait dû miauler, cracher, monter ses griffes ou sortir de son refuge et s'aplatir pour aller se cacher ailleurs. Non. Il reste niché dans l'angle formé par la brosse et se laisse tirer comme si ça l'amusait, ce petit tour de manège. Je lui parle doucement. On va bien s'entendre tous les deux. Hein, mon bidule? Faut pas avoir peur de moi. Je veux pas te manger. L'inquiétude monte. Mais je continue à parler au chat. Je continue à lui dire des choses idiotes avec une voix idiote, à lui demander si ça l'embête que je l'appelle bidule, alors qu'au fond de moi, je redoute le pire. La boule de poil, en sortant du meuble, ne se relève pas sur ses 4 pattes, et pour cause, elle n'a pas de pattes. Ce que j'ai ramené à l'air libre avec le balai n'est pas un chat démembré, ni même un chat tout court. C'est une pierre enveloppée dans un vieux pull en laine. Je me sens tellement triste soudain. Je ne sais plus ce que je fais dans cet appartement et comment j'ai pu croire qu'en partant de chez moi, j'allais échapper au chagrin. Il y a cette locution, être en larmes, constituée de larmes, comme une maison est en bois, en briques ou en béton. Je me retiens de pleurer en détournant mon attention vers le fleuve. Je pense, c'est à lui de couler, pas à moi. Mais une autre voix se superpose, celle de Mika. Il ne faut pas empêcher l'eau de sortir, m'avait-il expliqué un jour que je retenais mes larmes. Sinon, elle s'accumule à l'intérieur du visage et ça forme de la boue sous les yeux. Des poches de vase, plus exactement, oui, c'est ce qu'il m'avait fait croire. Des poches qu'il fallait percer avec une aiguille pour les vider. Mon frère aimait me raconter ce genre de choses. Coule, fleuve, coule. Et s'il te plaît, emporte-moi.
J'ai posé la pierre sur mon bureau. En fin de journée, quand la lumière tourne, elle me regarde. Elle a 2 yeux sur le haut, façon crabe. Non, il faut que j'arrête avec ça. Ça, le chat, ça, la pierre. Il est temps d'avancer dans l'histoire. Mon histoire et celle de Mika. C'est ce que j'écris en gros sur une feuille de papier que j'affiche devant moi. Avancer. L'habitude d'afficher des phrases sur les murs vient de Georgia. Toute notre enfance, elle nous a nourris de maximes calligraphiées sur des morceaux de carton découpés qu'elle distribuait dans la maison. Ma citation préférée était « Je suis née très jeune ». Signé Pardon Groucho Marx. Groucho Marx, bravo. En même temps, ça fait 15 fois que je lui dis, donc Non, mais je relis toujours parce que c'est toujours écrit, en fait. Est-ce que Mika était né plus vieux que moi ? Avait-il profité, en arrivant en second, de mon expérience et surtout de l'expérience de nos parents ? On dit que les aînés ouvrent le chemin pour les enfants suivants. En ce qui me concerne, j'ai ouvert le chemin, sans doute, mais ensuite, je suis restée sur le seuil à tenir la porte. Je me demande même si je n'y suis pas toujours un peu. Avancée. J'écris sur des feuilles de couleur tout ce qui me vient à l'esprit à propos de Mika. J'expose les pages dans le couloir. Les mots sont des images que je regarde comme des tableaux. Une fille me prend à l'écart dans la cour de récréation. Elle me chuchote à l'oreille « Il est bizarre, ton frère ». Je n'ose pas lui demander pourquoi. Mon frère me fait travailler mes lignes d'écriture. Il m'oblige à recopier jusqu'à ce que les lettres soient parfaites. Il ne supporte pas qu'on me fasse des reproches, qu'on dise par exemple que j'écris comme un cochon. Un soir, nous sommes au lit, blottis sous les couvertures. Je lui pose la question « Tu aurais préféré que je sois un garçon ?» Sa réponse est formelle, mais bien sûr qu'il aurait préféré, qu'est-ce que je crois ? Il m'envie d'avoir un frère, un petit frère. Oh, c'est mignon, un petit frère. Il aimerait tellement être à ma place. Pendant toute une année, il insiste pour que je lui lance des défis. Il vole les babioles que je lui désigne au supermarché et se fait punir. Il veut prouver que pour moi, il est capable de tout. Il dit que je suis sa princesse, ou alors son petit canard. Petit canard. Il m'offre des barrettes. Il dit que les autres l'ennuient. Je suis assise devant lui. Il me caresse les épaules avec un bouquet de boutons d'or qu'il a cueillis sur le chemin de l'ancien manoir. Ça brûle, c'est insupportable. Il prétend que je suis tendue, que je dois respirer. Il se met en colère. Il a l'air sincèrement désolé lorsqu'il découvre parmi les fleurs une branche d'ortie. Mika aime dessiner. Il est très doué. Le prof d'art plastique expose ses dessins dans la classe. Ses motifs préférés, des insectes. Et encore des Encore insectes. des insectes. Mais aussi des momies. Des pharaons. Des pharaons, des éclopés. Il Oui, aime il bien fait- faire les bandelettes. Très très bien les bandelettes. Après avoir relu mes souvenirs à voix haute, je vais m'asseoir devant la fenêtre et je note d'un trait sur une page blanche. Pour cette habitude que j'avais prise de lui laisser faire mes lacets, il me suppliait « Laisse-moi, Malilou, laisse-moi » parce qu'il n'aimait pas son prochain, mais qu'il aimait son pareil, parce qu'il est mort et que je sais ce que je lui dois, parce qu'il est arrivé au bout de ses peines, et pas moi. Malgré tout, la suite, le reste, les conséquences, les séquelles, les cicatrices, on appelle ça comme on veut. Je dois continuer à écrire. Pour sa voix douce, sans tremblement, ces 2 virgules sur son visage, ce petit point d'étonnement quand je partais dans les nuages. Pour son côté chien de berger qui voulait toujours rassembler. Pour la
fierté d'avoir un frère qui me disait de sa voix claire. T'es où, T'es où, petite sœur? petite sœur? T'es où, T'es où? t'es où, chérie, chérie, chérie? Avec moi tu ne risques rien. Pour son air de je ne sais quoi, ses yeux malins, son cinéma, ses paupières au reflet cendré, sa mèche et ses jeans déchirés, pour sa drôle de bienveillance et tous nos souvenirs d'enfance. Pour ne pas étouffer nos rires, je dois continuer à écrire. T'es où, T'es où, petite sœur? petite sœur? T'es où, T'es où? t'es où, chérie, Chérie, chérie? Avec moi tu ne risques rien. Pour c'est l'ombre de Matador, pour sa façon de faire le mort, pour ses mauvaises plaisanteries, pour son amour pas vu, pas pris. je dois continuer à écrire. T'es où, petite sœur? T'es où? T'es où, chérie, Chérie, chérie? Avec moi tu ne risques rien. Avec moi tu ne risques rien. Avec moi tu... un bruit dans la cuisine. Je me lève pour voir si ce n'est pas le chat, si ce n'est pas Virgile. J'ai mis une petite annonce chez le boulanger et une autre sur la porte du local poubelle. S'il était coincé dans un placard, je l'aurais entendu miauler, non? Je prends la pierre dans la main, je la serre, et c'est tout qui déboule. La côte derrière chez Georgia, la plage désertée et la saillie rocheuse qui surplombe la mer. Une année, un morceau de falaise s'est détaché et ça a fait la une des journaux. La photo de l'éboulement prise en contre-plongée était spectaculaire. Mika m'a proposé d'aller constater les dégâts. Il pleuvait, nous étions seuls sur les lieux. Un ruban de plastique rayé rouge et blanc barrait l'accès à la côte. Mon frère l'a enjambé sans hésiter. Il a insisté pour que je traverse à mon tour la ligne symbolique et comme je résistais, il m'a traité de dégonflé. Mon visage s'est fermé, mon frère a changé de technique, il a pris son air sérieux, me jurant sur la tête de nos parents que ce n'était pas dangereux de passer le ruban. Avant le glissement de terrain, oui, c'était imprudent. Quand des dizaines de personnes tous les jours se promenaient sur la partie friable du chemin. Mais maintenant que le morceau qui devait tomber s'était détaché, la plaie était saine, nous ne risquions plus rien. Il parlait étrangement comme s'il imitait sa propre voix. Comment faire autrement ? J'ai cédé à l'insistance de Mika, même si ses explications ne m'avaient qu'à moitié convaincue. Le corps restait prudent. Je marchais lentement, tâtant le sol du bout du pied avant d'y mettre tout mon poids. Près de l'endroit où la roche avait glissé, j'ai ralenti. Mon frère m'a saisi par l'épaule et m'a obligé à avancer jusqu'à la faille. « Tu ne me fais pas confiance, Malilou ? Tu ne fais pas confiance à ton propre frère ? Allez, avance, avance. Allez, encore un peu, encore un peu. » Je lui ai demandé de me lâcher. Je l'ai supplié. Il savait bien que j'avais le vertige, ce n'était pas drôle. En guise de réponse, il a déplié brusquement le bras comme s'il voulait me pousser dans le vide.
Ça a duré très peu de temps, une demi-seconde, une seconde peut-être, assez pour que je puisse imaginer mon corps en contrebas, écrasé sur la plage. Je l'ai traité de salaud. Le mot est sorti tout seul, salaud. Espèce de salaud. Mika m'a aussitôt rattrapé en ramenant son bras vers lui. Je n'ai pas ouvert la bouche sur le chemin du retour. Mon silence inquiétait Mika. Ça se voyait à la façon dont il se mordait les lèvres. Tu m'aimes toujours un peu ? Oh, dis-moi, oui ? Non ? Tu as perdu ta langue ? Mon frère était très attaché à ma reconnaissance, c'était son point faible. Il fallait toujours que je le rassure sur la place qu'il occupait dans ma vie. Si je m'éloignais de lui, il perdait pied. Après l'épisode de la falaise, il ne comprenait pas pourquoi je préférais rester lire dans le jardin plutôt que de sortir avec lui, ça le dézinguait. Plus tard, il raconterait que ce jour-là, sur le chemin des douaniers, il m'avait sauvé la vie au risque de perdre la sienne. Un peu plus et je l'entraînais dans sa chute. Ce n'était pas faux, mais ce n'était pas vrai non plus. Quand nous étions seuls, il ne niait pas avoir fait semblant de me pousser dans le vide, mais il l'expliquait à son avantage, prétendant que ma prudence était dangereuse. Cette façon de marcher en tâtant le terrain me mettait, d'après lui, en déséquilibre. C'était ça qu'il voulait démontrer par son geste. Je crois qu'il avait eu très peur pour nous deux. Salaud. Espèce de salaud. Je n'arrive pas à me débarrasser de ces jurons prononcés sur la falaise. Ils sont toujours entre ma gorge et mes oreilles, coincés dans un étui, avec les cris stridents poussés dans le train. Marie. Un nouveau personnage va entrer en scène. Il entre en scène. Ou plutôt, son sourire au loin entre en scène. Je suis assise
dans la partie japonaise du jardin botanique. De mon banc, je vois le kiosque à musique, l'allée, le pont et les cannes vertes des bambous géants. Le kiosque, l'allée, le pont et un homme qui s'avance vers moi à petite foulée. Il ne bouge pas les coudes, c'est étrange. Dans sa main droite, il tient une palette et dans l'autre, un pinceau. Une toile rectangulaire tendue sur un châssis est attachée à ses épaules et autour de sa taille par des sangles. Ce n'est pas mon frère, évidemment que ce n'est pas mon frère, même s'il lui ressemble un peu. Ils ont la même façon de sourire en plissant les yeux. C'est un jeune homme brun qui court en peignant, ou le contraire. Il peint en courant. Il fait, je l'apprendrai plus tard, ce qu'il appelle son jogging crabouillage. Jogging crabouillage. De l'anglais to jog, courir à petite foulée, et du verbe crabouiller. Crabouillage. Crabouiller. Jogging crabouillage, du verbe crabouiller. Quand il croise mon regard, le peintre trace un éclair dans le ciel avec son pinceau. C'est sa façon de me saluer. Il passe le pont japonais en réduisant son allure. Je crois qu'il va se retourner. Mais non. Les voilà qui disparaissent dans les rocailles, lui et sa peinture, lui et sa légère ressemblance. Le lendemain, je retourne au jardin botanique. Il est là, avec une nouvelle toile suspendue à son cou. Il s'appelle Tiago pour Santiago. Je pense encore à un diminutif comme Mika pour Michael et petite sœur pour grande sœur. Tiago me parle de son travail. Depuis l'enfance, il a cette ambition, peindre la nature d'après nature. Il considère sa toile comme achevée au bout de 37 minutes. Le résultat est aléatoire, ce n'est pas lui qui décide, mais l'alarme de son téléphone. Tiago a de la peinture sous les ongles. Quand il rit, il ne ressemble plus du tout à Mika. Ses lèvres sont beaucoup plus fines et ses dents un petit peu abîmées. Ses dents un peu abîmées. Je me dis qu'une bouche comme ça, je ne pourrais pas l'embrasser, n'importe quel prétexte pour partir, m'échapper. Et pourtant, tout me plaît chez cet homme, enfin tout le reste. Ses grandes mains, son originalité, son audace, sa curiosité. Nous nous retrouvons le lendemain et le surlendemain. Il aimerait bien que je lui fasse lire ce que j'ai écrit sur mon frère. Lui-même est fils unique, il dit que j'ai de la chance. Il est surpris que je veuille arrêter mon récit à l'adolescence. À son avis, il est indispensable de pousser l'histoire plus loin pour lui donner du champ, de la perspective. De retour quai Malo, je m'assieds à ma table. Virgile ne s'est toujours pas montré. Je pense à Tiago, à ses hanches qui bougent. Je reprends le récit le jour où Mika fête ses 18 ans. Nous avons tous les deux eu notre bac l'année précédente, l'une avec oral de rattrapage et l'autre avec mention très bien. Mika travaille dans une boîte d'informatique. Le soir même, après avoir soufflé ses bougies d'anniversaire, il annonce officiellement que nous allons chercher un appartement. Par l'intermédiaire d'une agence immobilière, nous visitons 2 logements. Notre choix se porte sur le premier, rue Falguière. La fille de l'agence nous trouve sympathique. Elle nous prend pour un jeune couple. Nous portons le même nom de famille. Mika fait signe de la boucler. Pour le dossier, selon lui,
C'est mieux d'être mari et femme que frère et sœur. La vie avec Mika est agréable, nous avons tout ce qu'il nous faut, une télé, des plantes sur le balcon et même un escalier de secours pour accéder au toit de l'immeuble. Nous allons sauter à la corde entre les cheminées, on domine la ville, ça nous donne de l'élan. Tout semble si facile, alors si léger. Mon frère est drôle, intelligent, particulier. Si drôle, si intelligent, si particulier, que je ne vois pas qui pourrait le remplacer. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques l'un pour l'autre. C'est cette idée qui me revient souvent quand je pense à cette époque de ma vie. Unique au pluriel. Singulier. Comme il ne retouche jamais ses tableaux et qu'il ne court que 37 minutes par jour, et encore pas tous les jours, Thiago a beaucoup de temps pour me voir. Il prétend qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi mystérieux que moi. Puis, sans transition, un jour, il me demande si j'étais amoureuse de mon frère. Je fais semblant de ne pas être choquée. J'esquive la question, ou plutôt j'esquive la réponse. Je ne suis pas amoureuse de mon frère et je ne l'ai jamais été. Il s'agit d'autre chose. Nous sommes liés. Tu veux dire ligotés? Parfois, oui, c'est arrivé. Thiago marche sur des œufs et je ne suis pas tellement plus à l'aise. J'ai peur de lui donner une fausse image de Mika, alors je décide de lui raconter ce que je n'ai jamais raconté à personne, pas même à Georgia, pour remettre les choses à leur place en quelque sorte, et peut-être me soulager d'un secret qui devient, à mesure que le temps passe, difficile à garder. Remettre les choses à leur place. Oui, il s'agit bien de ça depuis le début, de place. Pendant tout le temps de l'installation rue Falguière, Mika a une idée fixe. Il veut accrocher un portrait de nous deux dans le salon, une œuvre originale, dit-il, sans préciser à quel genre de technique il pense. Un jour, il rentre à la maison avec un photographe professionnel qu'il a soi-disant rencontré à la boulangerie. Tous les deux sentent l'alcool. Je ne relève pas. Mika rapporte du pain, une baguette qu'il tient sous son bras en guise d'alibi. Comme un bon Français. Dit-il à son nouvel ami en lui tapant dans le dos. Tu vas me photographier comme un bon Français et ma femme, on va lui trouver quelque chose à porter. Un coq. Tiens. Un coq? Oui. Je vais aller lui acheter un coq. Avec la tête et les pattes. Qu'est-ce que t'en penses, Malilou? On va faire le portrait idéal d'un gentil couple de Français. Un gentil couple de Français. Le photographe, ça semble amuser. Ce n'est pas la première fois que Mika me présente comme étant sa femme. Depuis le quiproquo de l'agence immobilière, il a pris goût à ce petit jeu. La boucherie est au coin de la rue. 5 minutes plus tard, il remonte, agitant la volaille dans les airs. Il me demande de poser en la tenant par le cou. Je me souviens du contact de la peau qui glisse le long des vertèbres. Les barbillons se déposent sur mon poignet. Après avoir arrangé mes cheveux, Mika vient se mettre de profil, sa baguette bien cuite sous le bras et la tête tournée vers le photographe. Il m'ordonne de sourire.
Après lui avoir raconté l'épisode du coq, je propose à Thiago de me raccompagner quai Malo. Je lui parle de Virgile, il me prend dans ses bras. Je n'ai pas embrassé un homme depuis longtemps, je suis timide, c'est lui qui le dit. Il doit tout faire pour deux. Il me caresse doucement avant d'approcher son sexe de mon sexe. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Plutôt si, je le sais très bien, trop bien. Je me retrouve à sangloter dans la salle de bain. Thiago est patient, il ne me quitte pas, ne me lâche pas, m'interroge doucement en procédant par petites touches, sans appuyer, comme il dessine les feuilles des arbres. Je n'ai pas eu à lui demander de se rhabiller, il l'a fait de lui-même. Il ne s'est pas contenté de nouer une serviette autour de sa taille, non. Il a compris que ce ne serait pas suffisant. Son sourire me bouleverse. Comment pourrait-il savoir ? Thiago me demande si je préfère qu'il s'en aille, je hoche la tête, il prend ses affaires, mais n'arrive pas à partir parce que je ne le laisse pas partir. Nous faisons l'amour dans l'entrée, tout habillés, et c'est moi cette fois qui mène la danse. Je ne veux pas qu'il me touche avec ses mains, pas qu'il me regarde, pas qu'il me caresse. Je ne veux pas de sa tendresse, je ne veux pas l'aimer, juste que nos corps se rencontrent. Plus tard dans la nuit, je parlerai. Je raconterai ce qui s'est passé après la photo, tout d'un bloc, d'une voix feutrée, un gros caillou dans de la laine. Mika et son putain de pain, moi et mon putain de coq. Nos regards parallèles dans un premier temps pointés vers l'objectif. Puis nos regards qui se croisent comme on croise le fer. Je n'ai pas obéi à Mika, non. Je n'ai pas souri. Ce que je confie à Thiago tient en peu de mots. Ce n'est ni très original, ni très glorieux. Je ne le raconterai pas ici, ces choses-là s'entendent mieux par écrit. J'ajouterai simplement qu'un lundi, ça je peux le raconter, un lundi, la photo est arrivée par la poste, bien protégée entre deux couches de carton épais. Les coins de l'enveloppe étaient renforcés, l'adresse portait nos deux prénoms suivis de notre nom de famille. On voyait la barbe naissante sur les joues de Mika et les picots sur la peau du coq, si on appelle ça des picots. Mon frère a regardé le tirage attentivement, puis me l'a passé. Je lui ai dit que cette image de nous me mettait mal à l'aise. L'image de nous comme un couple, un gentil petit couple. Je trouvais ça, toujours le même mot, déplacé. Qu'est-ce que tu racontes, déplacé ? Sa voix montait, il parlait vite, sans me regarder. Nous aurions pu partager des choses extraordinaires, disait-il. Je ne savais pas ce que je perdais, je le regretterais toute ma vie. Je finirais seule parce que jamais personne ne serait à la hauteur de ce que nous vivions, de ce que nous avions vécu. Et lui, s'il avait su, il m'aurait laissé tomber depuis longtemps. Tu m'entends, Alice ? Depuis longtemps. Tu serais allée en pension aux étoiles avec d'autres élèves comme toi. Et ça repartait. Sa voix grimpait. Il s'était trompé sur mon compte, déplacé. Et puis quoi encore ? Il criait maintenant. Il avait envie de cogner, ça se sentait, je l'ai senti, mais je n'en avais rien à battre. Il pouvait me tuer s'il voulait, voilà ce que j'ai pensé dans mon délire, que nous étions cette sorte de couple, qu'il passerait 20 ans en prison et que je ne serais pas là pour lui rendre visite au parloir. Mais il n'a pas frappé. À la place, très lentement,
il a déchiré la photo. De fines tranches. Voilà ce qu'il a fait de nous. Des lamelles. Son visage est mon visage lacéré. Il a ramassé les morceaux, les a mis dans le saladier en inox et les a mélangés. Puis il est descendu dans la cour pour les brûler à cause de l'alarme incendie, il a expliqué. Ensuite, il a transféré les cendres dans la boîte à secret, cette même boîte dont je viens d'hériter. Les cendres de notre amour tendre, a-t-il lâché avant d'aller s'enfermer dans sa chambre, avec ce petit rictus qui ne le quitterait plus. Je l'aurais voulu brillant, éternellement, j'aurais aimé être fière de lui. Mon frère est sorti de ma vie de son plein gré. C'est ce que je me suis dit quand il est descendu dans la cour. Je nous croyais différents, dans un royaume à part avec ses règles particulières, son bonheur et ses accros intimement liés, sa complexité, ses petites tortures. J'emploie le mot torture, mais pour notre entourage, il ne s'agissait que de choses insignifiantes, des taquineries, comme disaient mes parents. Arrête de taquiner ta sœur, arrête de l'asticoter. Et ils riaient, ça les faisait rire, les parents. Quand Mika disait qu'il imaginait souvent mon enterrement et qu'il aurait nettement préféré avoir un frère plutôt qu'une sœur. Anodin. Quand il me caressait les épaules avec des orties. Anodin. Quand il me poussait vers le vide et prétendait qu'il m'avait sauvé la vie. Anodin. Des asticotages. Des asticotages. Il n'aurait tenu qu'à moi de me défendre pour que le rapport de force s'inverse, mais non, je ne me défendais pas. Je trouvais ça déplacé aussi, la défense. Je ne supportais pas l'agressivité, la mienne encore moins que celle des autres. J'étais profondément non violente. J'avais l'espoir qu'un jour mon frère s'apaiserait et avec lui le monde. À moins que ce ne soit l'inverse. En vivant dans un monde moins violent, mon frère n'aurait plus eu besoin d'imposer son pouvoir et de m'appeler petite sœur, même si c'était touchant. Je n'étais pas sa petite sœur. On dit que la fratrie est un lieu de compétition. Et même que cette compétition nous aide à grandir. Si c'est vrai, nous étions la preuve vivante du contraire, la représentation de l'amour à l'œuvre. Voilà ce qui, toute mon enfance, m'a habité. Nous réinventions le fait d'être frères et sœurs, comme nos parents avaient rêvé d'une société différente, une société meilleure, qui ne serait pas hantée par le meurtre du frère. Mika est mort. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, mais le résultat est identique. Je suis redevenue fille unique ou grande sœur peut-être, d'un frère qui devient chaque jour plus petit. Plus que quelques heures avant de quitter l'appartement du quai Malo, j'ai décroché mes notes, replacé la pierre sous le canapé. Je rêve devant la fenêtre. Bélise, Tournon, Carcasse, les péniches en se croisant écrivent des phrases en pointillés. Le fleuve va me manquer. Thiago m'a appelé ce matin, il m'a proposé de me donner un coup de main pour les bagages. Et à propos de téléphone, j'ose à peine le dire, tant ça semble téléphoner, le chat a refait surface. Je l'ai surpris ce matin sur le canapé rouge, passant et repassant la patte par-dessus son oreille. Virgile est un joli chat tigré, de ceux que l'on rencontre dans les livres.
Une chose encore, avant de m'effacer. Thiago a inventé un nouveau système pour accrocher la toile à son buste, plus léger et plus élégant que l'ancien. Les brides sont en cuir brun. Elles ne sont plus attachées avec des velcro, mais simplement glissées dans des boucles en laiton avec une petite boule en guise de fermoir qui me fait irrésistiblement penser à la partie émergée du clitoris. Tu vas pas écrire ça? Bah, pourquoi j'écrirais pas ça? Je sais pas. Mon corps se réveille, le désir le transforme, on dirait qu'il s'est assoupli. Thiago est toujours aussi attentif. Il a compris que j'avais du mal à accepter la tendresse des hommes, alors il la déguise, me caresse avec son pinceau. Parfois, il ajoute des couleurs et je deviens le support, son support, avec mes bras et mes jambes enroulés autour de son cou et de sa taille en guise de lanière. Je croise mes pieds nus dans son dos, alors tout semble possible, même l'avenir. Bonjour Marie Nigné et Karine Elbert. Cet entretien, on va surtout parler du lien entre votre roman, Marie, et puis votre musique, qui est assez spéciale, on va le voir. Donc peut-être deux mots quand même sur Petite Sœur. C'est un texte assez introspectif sur un personnage qui s'appelle Alice et qui re-questionne son rapport à un frère qui est mort. Elle n'est pas allée à la crémation, on va comprendre pourquoi petit à petit. Donc c'est un texte qui interroge beaucoup nos rapports intimes, dans la fratrie notamment, rapport avec les parents, des places qu'on prend, qu'on nous attribue, qu'on nous impose, et qu'il est difficile parfois de contester ou de renverser. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce texte-là. C'est donc comme une forme de journal, en fait, d'une expérience de retrait, de solitude, pour réfléchir à cette relation. Et vous, Karine Elbert, vous pratiquez un instrument, vous êtes pianiste au départ, je crois, pratiquez un instrument dont il existe, je crois, que très peu d'exemplaires au monde, qui s'appelle le cristal bâché, et qui est une chose assez incroyable, qu'on va découvrir tout à l'heure sur scène. Alors peut-être, d'abord, quelques mots sur l'histoire de cet instrument, le cristal bâché, qui est volumineux, impressionnant, difficile à transporter en avion, d'après ce que j'ai compris, et en tout cas qui a une histoire singulière, peut-être. Quelques mots sur cette histoire-là. Alors, le cristal bâché est né dans les années 50 par deux frères un peu fous. Un qui était ingénieur et qui faisait de la sculpture sur métal. Et son autre frère était musicien, mais un musicien qui n'aimait pas la musique, un musicien qui aimait le son. Et dans les années 50, on n'avait pas encore les synthétiseurs, etc. Et ils faisaient des recherches un peu psychédéliques autour du son. Et du coup, le cristal bâché fait partie des sculptures sonores qu'ils ont créées, donc sur mesure, dans leur atelier, jamais industrialisé, donc très rare, très cher, très long à fabriquer. Mais le cristal fait partie d'une famille d'instrumentarium bâché. Il y en a une quinzaine en fait. Ces deux frères existent toujours? Ils fabriquent toujours? Non, je pense. Alors ces deux frères sont décédés il y a 5 ans à l'âge de 100 et 102 ans. Ils sont décédés quasiment ensemble. La sculpture musicale maintient longtemps en vie. Comme quoi la musique maintient en vie. Voilà. Et votre instrument, il vient d'où alors? Où a-t-il été fabriqué? Alors il a été fabriqué chez M. Bachet, c'est le dernier de son vivant qui l'a fabriqué. Moi j'ai rencontré M. Bachet, il avait 90 ans. Pendant 10 ans il m'a suivi et il a fabriqué cet instrument. Et c'est le dernier. Voilà. Et maintenant, donc ça ne se fabrique plus? Alors à l'atelier Bachet, ils tentent de continuer à en fabriquer, mais il y avait eu un brevet de déposé qui est maintenant dans le domaine public, donc ils ont le droit de fabriquer, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas tous mis dans le brevet. C'était des filous, donc pour l'instant on n'a pas de cristal qui sort aussi beau que ceux qui fabriquaient.
si j'ai bien compris, donc vous avez été pianiste au départ et vous pratiquez le cristal bâché depuis pas mal d'années maintenant, une vingtaine d'années, 15 ans. 15 ans, et vous composez Oui. pour le spectacle vivant surtout. Oui. Voilà, peut-être aussi comment est-ce qu'on en vient finalement à composer pour du théâtre, pour de la littérature surtout. Oui. Voilà. Alors moi j'ai commencé le piano à 6 ans, donc à l'âge de 18 ans, en sortant du bac, j'étais partie pour faire des études de journalisme d'ailleurs. Et pour des raisons familiales, mon père m'a demandé de ramener des sous tous les mois pour avoir le plaisir d'inviter mes amis ou de me payer un permis de conduire. Ce qui fait que j'ai fait de la musique pour de l'argent de poche, Ouais. tout en faisant mes études de journalisme. Et comme je voulais travailler dans le monde du théâtre en tant que journaliste, je suis rentrée dans une école de théâtre pour savoir comment ça fonctionnait de l'intérieur. Et étonnamment, le théâtre et la musique m'ont suivi. Et à un moment donné, je me suis mis à composer pour le théâtre. J'ai laissé tomber mes études et je suis devenue très rapidement pianiste, accompagnatrice et compositeur pour la littérature, la poésie, le théâtre et la danse contemporaine. Donc compositeur de plateau plutôt que de musique de film. Et maintenant vous avez laissé complètement le piano, uniquement le cristal bâché. Alors uniquement le cristal bâché. Grâce à la lecture avec Marie, il y a quand même un petit passage au piano. Mais oui, alors le piano c'est comme le vélo, ça revient toujours, j'en fais tout pour moi, mais parce que j'en ai fait toute ma vie. Ouais. Non, maintenant ma vie est dédiée au cristal, oui. D'accord. Marie, j'ai envie de vous poser une première question. Quel est votre rapport à la musique pour vous? Moi, j'ai commencé très jeune à faire du théâtre de rue et surtout du théâtre musical. Donc, sans avoir aucune formation, j'ai chanté dans la rue. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Ça s'est fait, ne me demandez pas, les rencontres. C'est ça. J'ai appris à jouer de l'accordéon diatonique. Ne me demandez pas. Enfin voilà, c'était l'époque, on va dire. Hein. Oui, c'est C'était ça. l'époque. Et j'ai commencé à 15 ans et ben, pendant quelques années j'ai fait ça. Je voulais vraiment, enfin je partais sur les routes, je partais avec le cirque quoi. Et La vie de saltimbanque. La vie de saltimbanque. Et puis je vous la fais courte, je me suis Ouais. retrouvée aux États-Unis dans une troupe de théâtre d'intervention comme ça, de performance, on dirait aujourd'hui. Et puis ça a été un peu trop pour moi parce qu'en fait moi j'aime pas être devant les gens, j'aime pas montrer, je suis plutôt timide. Alors, je sais le faire, voilà, j'ai une voix puissante, j'ai un corps qui est présent, mais c'est pas moi. Donc finalement j'ai eu une grosse chute à ce moment-là, vraiment un gros gouffre. Ouais. Et j'ai repris petit à petit pied dans la vie en lisant. J'ai passé un an dans la Bibliothèque nationale à lire. Mais j'étais vraiment à la limite entre la vie et la mort, quoi. J'étais vraiment très, très fragile. Un effondrement, en fait. Un effondrement. Ouais, d'accord. Parce que j'étais pas au bon endroit. Ouais, Mais ouais. la musique et la performance et les choses un peu pétillantes, les rapports au public un peu Ouais. intenses et surprenants, ça a toujours quand même été quelque chose qui m'a attirée. Et j'ai donc fait, donc j'ai commencé à écrire ce qui me convenait vraiment mieux comme pratique. Voilà, comme pratique quotidienne, c'est-à-dire ne pas être devant les gens, mais quand même être Avec eux, malgré avec tout. eux, Ouais. quand même leur raconter des choses, quand même raconter le monde à travers la fiction et les émotions. Et puis, quand les livres ont été, peut-être, je crois que c'est à partir de mon 6e ou 7e livre, chaque livre a été accompagné d'une performance, c'est-à-dire d'un travail avec un artiste ou une artiste, que ce soit de la danse, j'ai beaucoup travaillé avec des danseurs, des musiciens, un peintre. Et voilà, cette fois-ci, avec Karine, là c'est un travail assez abouti, je dois dire, parce que grâce à Karine a composé une musique pour le découpage de Petite Sœur. Donc là, on a vraiment pris le temps de travailler ensemble et la forme est très satisfaisante. Avant de venir à votre travail en commun, une question, le personnage de Thiago qui peint en courant, est-ce Oui. qu'il vient de cette époque de performance? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu de cet esprit-là, mais je trouve que je ne l'ai pas inventé. Il y a Michel Lascaux qui habite à Metz maintenant et qui fait ça. Je lui ai emprunté, d'ailleurs D'accord. je le remercie dans le livre, qui fait cette chose de faire un petit jogging comme ça et puis de faire des croquis sans voir ce qu'il est vraiment en train de faire. Et c'est cette idée... Mais j'ai cette idée
de peindre en fermant les yeux. Je sais pas comment dire, c'est comme écrire et quelque chose vous vient d'un endroit qu'on n'attend pas et qui passe directement de l'inconscient à la page ou à la feuille ou à la peinture. Enfin, voilà. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Ah, c'est Marie. Ah, c'est moi. En fait, j'ai vu Karine sur scène, accompagnant des textes dans un petit théâtre en Normandie. Et j'ai trouvé ça fabuleux, ce travail qu'elle a fait. En plus, après le spectacle, comme elle va faire ici à Saint-Cyr, elle parle, elle raconte l'instrument et elle parle de sa pratique. Et Karine m'avait vraiment fascinée. Je me dis, ce serait génial de faire quelque chose avec elle, ça, mais je me disais, c'est pas possible, quoi, parce que l'économie du livre est petite, l'économie des festivals du livre, c'est vraiment minimum, donc on va pas réussir à faire venir une artiste comme ça, avec son énorme instrument très fragile, et son grand talent. Et puis, il y a eu une directrice de médiathèque qui a eu envie de faire un truc sur un de mes autres romans pour la Saint-Valentin. Et j'ai pensé, c'était dans ce roman une histoire entre deux femmes, et je me suis dit, tiens, on va faire la Saint-Valentine. Et elle m'a dit, mais tu veux pas travailler avec un musicien, une musicienne pour ce projet? Et donc là, il y avait un petit budget, et donc j'ai pris mon courage à deux mains, donc peut-être 4 ans, 5 ans après l'avoir découvert, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez, etc. Elle m'a dit, bah oui, bien sûr, tout de suite, mais elle savait pas du tout qui j'étais. En fait. Elle n'avait pas compris mon nom, de toute façon, elle était juste partante. Et en fait, j'ai trouvé quelqu'un, je pense, d'aussi partant que moi sur des histoires improbables. Et on a fait cette première petite expérience pour la Saint-Valentin, et qu'on a recommencé, alors là, de façon plus réfléchie sur ce roman. Alors moi j'ai appris, Karine, qu'il n'y a aucune improvisation dans votre intervention musicale, c'est écrit, c'est composé. Oui. Et donc comment avez-vous travaillé, peut-être entrant un petit peu dans le vif du sujet, la lecture, le découpage du texte, voilà, comment ça s'est passé, si on peut un peu rentrer dans la cuisine? En fait, ça démarre par le découpage du texte que Marie a fait. Donc elle a fait une réduction du texte, vraiment pour en faire une nouvelle, qui va d'un point A à un point Z. C'est pas des extraits, c'est devenu une nouvelle. Donc le temps de lecture, il fallait qu'il soit rétréci pour moi à 40 minutes, pour que moi j'ai de l'espace pour avoir de la musique aussi en solo. Voilà. Parce que, en tout, ça fait à peu près 1 heure. Et à partir de là, moi je me laisse un peu happer par l'histoire et je définis les thèmes, sachant que c'est toujours très agréable d'avoir plusieurs thèmes dans une lecture musicale, mais c'est important d'en avoir un que potentiellement on peut fredonner quand on repart de la lecture. Que quelque chose reste dans l'oreille de façon assez sensorielle. Et là, on l'a trouvé avec le thème de la chanson, puisqu'on a eu envie Marie m'a proposé d'écrire une chanson. Ça se prêtait vraiment à la chose. Qui n'existe pas dans le roman. Voilà, c'est ça. Et qu'on a fait au piano, en plus qu'on a mis un petit peu en dehors du cristal. Après, au cristal, les thèmes, il y a le thème du frère, il y a le thème de l'appartement, c'est important. L'appartement est un acteur vraiment important dans le texte. Il y a le thème de l'amour. Donc des fois, le thème, c'est lié à un personnage, des fois, c'est lié à une situation, des fois, c'est lié à un sentiment. Et une fois que le thème est écrit, alors après, comment on l'écrit, je ne sais pas, ça fait partie de la création. Mais une fois que c'est écrit, on se demande si on le met dans le texte ou on met le texte dans la musique. Et à partir de là, j'ai écrit des phrases en fonction du débit de Marie, de son débit de lecture. Parce que c'est très important d'avoir des rendez-vous, des points, des virgules, des respirations ensemble. C'est l'idée en fait. Donc non, il n'y a pas d'improvisation. Par contre, on se suit toutes les deux tout le temps. Marie connaît bien la musique et moi je connais bien le mouvement du texte. Je le regarde, je le lis en même temps que je le joue et je vois où elle arrive et en fait il faut qu'on arrive à nos rendez-vous. Donc c'est millimétré, c'est de la dentelle quand même. Rappelez peut-être que, enfin on va le voir sur scène, mais on l'aura vu sur scène, c'est un instrument de frottement avec les mains. Alors comment ça se passe? On glisse les mains mouillées sur des tiges de verre. Les mains mouillées. Et ça fait le son du verre de cristal. C'est le métal qui donne ce son-là, ce n'est pas le verre, mais en tout cas, on frotte des tiges de verre avec les doigts mouillés et on a l'équivalent du verre de cristal, mais sur plus de 4 octaves. Voilà. Ce qui est intéressant dans cet instrument, c'est que c'est en effet un instrument qui peut être utilisé pour faire du bruit, du son, un univers sonore, mais parfois il est
utilisé comme ça par Des sortes de Karine. nappes sonores. Ça peut être ça, Ouais. mais aussi Karine l'utilise vraiment avec des mélodies, ce qu'elle appelle Voilà. des thèmes, hein, des mélodies. Et je pense que moi-même, dans mon travail de romancière, j'aime travailler avec des mélodies, c'est-à-dire une histoire, hein, Ouais, pas seulement des Bien sentiments, sûr, des choses qui ouais. s'enchaînent comme un journal, etc. Je travaille beaucoup sur la construction, donc voilà, on est dans une histoire et elle est Oui, dans c'est la vrai. mélodie. Je pense que Bah oui, c'est vrai, c'est important. effectivement moi, je suis j'aime qu'on me raconte des histoires et les romans où je sais pas où on va, alors, peuvent être très beaux, mais moi me touchent moins. Et dans la musique, c'est pareil. Du coup, ce que Marie dit, c'est que moi, j'aime être confortable quand j'écoute de la musique. Alors confortable veut pas dire rose, hein. Oui. Mais j'aime qu'on m'emmène quelque part parce que j'aime être emportée, j'aime être emmenée et j'aime repartir avec quelque chose qui m'a transformée. Et quand je suis émue, je suis transformée. Et l'histoire me transforme, la musique me transforme. Par contre, la musique expérimentale, le sound design, l'abstrait, des récits qui vous emportent à des endroits qui sont pour moi pas des histoires, me touchent pas. D'accord, c'est très bien. Il y a aussi quand même une autre chose à ajouter, qui s'est fait un peu malgré nous ou à force de jouer, et de répéter puis de jouer, c'est que l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de la disparition d'un frère, de la mort d'un personnage, et donc la sœur se retrouve toute seule à raconter cette histoire. Et en fait, par ce spectacle, c'est comme si ce personnage trouvait une sœur jumelle, c'est-à-dire elle a perdu un frère et elle a retrouvé une sœur, et on joue un peu sur cette relation comme ça un peu gémellaire entre nous deux, moi racontant, elle racontant avec la musique. On est habillés un petit peu pareil. D'accord. Et il y a Les jumeaux cosmiques dont on parlait ce matin. et il y a cette espèce de lien qui se tisse et qui vient réconforter d'une certaine façon, parce que c'est quand même l'histoire d'un deuil. Et là, tout d'un coup, on a la construction d'une relation au présent sur la scène. Donc, on a travaillé au présent sur la scène, en rapport avec le public aussi. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci infiniment. Merci Daniel.